don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Vincent Noël, bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Très content de t'accueillir au studio. J'ai évidemment, pour me mettre une petite mise en bouche à l'audience, à savoir comment on a appris à se connaître, à travers WeVenty, on est dans les bureaux de WeVenty, le studio qu'on collabore ensemble. Et initialement, Maude m'avait parlé de toi que justement tu allais faire de la vidéo, des photos pour le gala Influence Création 2025. Je suis comme, OK, nice, that's it. Cool. Puis on s'est croisés dans un autre événement de WeVenty. Puis là, officiellement, on a pris le temps de se parler un petit peu plus au dernier 5 à tard de WeVenty cet été. Fait que là, j'étais comme, ça pourrait être cool, Vincent, si tu avais déjà participé ou eu l'idée de participer à un podcast, parler de ton parcours, parler de ton domaine aussi. Puis là, tu m'as dit, ouais, on le fait. Fait qu'on s'est fait un petit pre-meeting, on a discuté ensemble de la stratégie. Puis, here we go, on est là aujourd'hui. Oui, exactement. C'est un bon résumé. Ouais. Ben, je suis content de t'accueillir. Puis dans le podcast, on n'a pas eu la chance de discuter avec beaucoup de photographes précisément. Je sais que tu fais les deux aussi, mais principalement, tu t'es démarqué avec la photographie. Fait que, avant d'embarquer là-dedans, parle-moi un petit peu plus de ton parcours, justement, académique, professionnel, avant l'entrepreneuriat. Oui, ben dans le fond, moi, à la base, je viens de Gatineau. J'ai étudié en technique en gestion de commerce. Fait que ça, c'était comme très scolaire. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'affinité avec l'école dans ma vie adolescente, mettons. T'étais pas studieux, là. J'étais pas très studieux, j'étais pas très bon à l'école. Mais j'ai été chanceux, j'avais des bons profs. Fait que, comme j'ai fini mon secondaire, puis je me disais, hey, je vais faire une technique, puis après ça, tu me reverras jamais sur un banc d'école. Fait que j'ai fait la technique en gestion, puis là, pour la première fois, comme j'aimais ça, l'école. Puis j'étais quand même bon dans le sens que ça me venait relativement facilement, la gestion en soi, tu sais. Fait que ça a été ça comme le premier clic de comme trouver, OK, j'aime ça partir des projets, j'aime ça gérer des projets. Donc, avec des amis, on partait des petites business. Puis je pense qu'on a ça en commun. On a travaillé dans le vêtement puis l'impression sur vêtements. Fait que j'avais ma petite marque de vêtements avec mes amis. C'est super le fun. Ça a été comme mon premier projet, mon premier test entrepreneurial. Plus tard, avec un de mes amis, on a essayé de relancer quelque chose comme une espèce de groupe d'entretien pour maison. Fait que là, c'était plus comme une job étudiante qu'on essayait de monter de toutes pièces. Fait que ça a été comme pour moi, le parcours scolaire m'a permis d'avoir accès à l'entrepreneuriat. Puis plus tard, là, j'avais comme des bonnes notes pour la première fois dans ma vie. Puis là, je me disais, mais là, peut-être que je pourrais aller à l'université. Chose qui était pas dans mes plans. Qui n'était pas dans tes plans? C'est comme, à 16 ans, tu m'aurais dit, oui, tu vas aller à l'université. Puis tu vas aller à l'université à Montréal. Là, c'est comme... Pas du tout. Ben oui, parce que je veux dire, de Gatineau à... Puis, petite parenthèse à ça, les gens qui sont vraiment plus éloignés de la métropole, comme c'est quoi un peu la vision des gens ici? C'est-tu comme... On dirait qu'ils nous comparent à genre... New York ou genre une grosse métropole, tu sais, souvent j'ai interviewé des gens de Québec puis ils me disent c'est un peu ça, puis genre mettons ils vont associer Laval à Montréal ou comme mettons d'autres régions. Bref, il y a un peu d'amalgame, vous êtes tous montréalais, comme ben tu sais c'est pas tant. Mais oui, fait que juste curieux un petit peu la perception mettons d'une grande ville, tu sais du transfert de Gatineau à comme Montréal. Ben Gatineau ça reste quand même relativement grand, 100%. Mais c'est une ville qui a un peu un sentiment de village parce que souvent il y a comme une seule option par exemple pour le nightlife où il y a un seul quartier où il y a comme plusieurs œuvres de restauration. Même si c'est rattaché à Ottawa. Ben, pas rattaché, mais c'est très proche d'Ottawa. Adjacent, mais Nightlife Ottawa. Mais même Ottawa, il n'y a pas énorme. Même si c'est une plus grosse ville comparée à Gatineau, ça reste que comme il n'y a pas énormément de choses à faire. C'est une région qui a investi beaucoup dans son tourisme plus récemment. Maintenant, il y a plus de choses à faire à Gatineau, mais quand j'étais plus jeune, on allait par exemple dans ce qu'on appelle le Vieux Hall, qui est comme le vieux quartier de la ville. Puis c'était là que le nightlife se passait. Et quand on parlait de Montréal, c'était comme, là, il y a plusieurs endroits où tu peux aller. Il y a plus de... on y allait pour les gros spectacles, pour les grosses soirées, on y allait plus l'été. C'était plus comme les occasions spéciales puis les cool kids qui allaient la fin de semaine, mettons. Je comprends. Je faisais pas partie de cette catégorie. OK, ben j'étais curieux. Puis tu sais, je me demande un petit peu au niveau de ton entourage entrepreneurial, familial, amis, frères, sœurs, ça ressemble à quoi tout ça? Je pense que comme beaucoup de mes amis, puis surtout ma famille, avaient la conviction que j'allais être entrepreneur dans la vie. Ah, OK. Alors que moi, j'étais comme, mais non, je pense pas. C'était pas fait pour toi? Parce que dans ma tête, être entrepreneur, il fallait que tu détestes avoir un patron. Dans ma tête, ça se pouvait pas. Puis moi, mes premiers patrons, puis plusieurs de mes patrons, ça a été des excellents modèles de gestionnaires, des gens qui m'ont aidé à devenir un meilleur entrepreneur. Fait que moi, dans ma tête, ça, c'était incompatible avec le fait de, je vais me partir une business, puis je vais être mon propre patron.
J'adore la formule mentor. J'adore parler avec des gens qui ont plus d'expérience parce que t'en apprends. J'ai l'impression que j'embarque sur l'autoroute, que comme j'apprends vraiment plus vite avec cette méthode-là. Okay. Au travers d'une conversation, je peux aller chercher énormément d'informations. Fait que moi, j'ai pas pensé à ça vraiment dans ma vie. Mais il y a quand même eu des entrepreneurs dans ma famille. Je veux dire, mon grand-père puis ma grand-mère avaient un bureau d'immobilier ensemble à Gatineau. Ils ont développé beaucoup de cette structure-là eux-mêmes puis ont eu un certain niveau de succès. Fait qu'il y en a quand même autour de moi. C'est juste que je pensais que c'était pas fait pour moi. Je m'étais convaincu que c'était pas fait pour bizarre. Pour moi. Sans avoir goûté ou essayé ou questionné peut-être... T'avais une perception aussi? J'avais vraiment. Pour moi, c'était comme une fausse idée reçue, dans le fond. Que comme, hey, c'est essentiel. Pour être entrepreneur, faut pas vouloir de patron. Genre, c'est le chemin à prendre, tu sais, du fameux « je suis plus capable de mon boss, puis là, je me lance en affaires ». Absolument. Puis, j'étais convaincu que c'était ça. Que comme fallait aussi avoir une certaine frustration avec le système. Alors que moi, quand j'ai quitté mon emploi, ça m'a un peu brisé le cœur. Oui. J'aimais beaucoup ce que je faisais, puis là, j'aimais beaucoup les gens avec qui je le faisais, puis là, je m'en allais faire autre chose que j'aimais aussi. Mais là, c'était comme, je fais-tu la bonne affaire? Puis tout le monde autour de moi était comme, ben oui, c'est sûr que oui. Puis moi, j'étais plein de doutes. Ben, je veux dire, je pense qu'en début d'entrepreneuriat, on vit tout le syndrome de l'imposteur parce que c'est de la nouveauté. Puis j'aimerais justement qu'on reparle un petit peu dans le passé quand tu as parti ta marque de vêtements avec tes amis, le printing aussi, la machinerie, tu faisais affaire avec des fournisseurs, tu sais, comment tu as appris? Tu as appris from scratch? As-tu eu des formations? Ou comment tu t'es lancé directement là-dedans? C'était quoi un peu le processus? Ben, dans notre groupe d'âge, on est dans les premiers à avoir été jeunes puis à avoir accès à YouTube. Ouais. Fait que moi, au secondaire, j'étais extrêmement autodidacte par YouTube. Chose que mon père fait aussi. Mon père répare beaucoup d'affaires dans la maison à grands coups de vidéos YouTube. Il trouve d'autres pères qui réparent des affaires sur YouTube. Puis j'imagine que j'ai un peu copié ce comportement-là à quelque part parce que c'est comme ça que j'ai appris. Le premier logiciel de montage que j'ai appris, c'était Sony Vegas Pro parce que comme les YouTubeurs français utilisaient ça, je l'ai appris sur YouTube. Éventuellement, appris Photoshop, Illustrator, commencé à jouer avec les logiciels Adobe. Mais ça travaille YouTube, là. C'est quand même incroyable de comment c'est un outil aussi performant parce que j'ai passé par là aussi, là. Niveau printing, là, fait que non, en tout cas, c'est une ressource insane à utiliser. Connecter avec d'autres gens qui ont les mêmes passions que toi, puis d'être capable d'apprendre, encore une fois, c'est très connecté avec la formule mentor. C'est-à-dire que comme tu as quelqu'un qui te montre ce qu'ils savent déjà, sont plus avancés dans le processus que toi, et simplement en copiant leur comportement, tu es capable d'avancer beaucoup plus rapidement. Sure. Fait que ça, c'est mettons, le core de cette entreprise-là, tu l'as appris de cette manière-là, mettons, les processus, comment le faire, mais tout ce qui est, je sais pas, vente, marketing, développement d'affaires, parle-moi un petit peu de comment ça fonctionnait, comptabilité, évidemment. Mon Dieu. Tu as découvert ça, parce que ça vient avec l'argent, évidemment, là, fait que... Absolument. Ben, on avait été chanceux, on avait... on partait d'une brand qui existait déjà. C'est comme un projet entrepreneurial qui avait déjà été démarré. Puis nous, on avait réapproché un des fondateurs originaux pour repartir cette marque-là. Puis ça avait super bien fonctionné parce que justement, il y avait une certaine familiarité, surtout dans la population qui connaissait ce fondateur-là. Mais là, on avait mis tout ça à vitesse grand V, c'est-à-dire que là, on avait un groupe d'ambassadeurs qui étaient comme payés à la commission. Ça, c'était une des principales choses qu'on faisait. L'autre chose, c'est qu'on prenait de la précommande, ce qui faisait qu'on avait peu de risques au début. Puis pour des cégepiens qui avaient comme 120$ dans leur compte de banque, c'était vraiment une bonne formule. C'est une bonne chose, justement. Il fallait absolument qu'on fasse ça. Les paiements. Ben oui, non, c'est 100%. Puis on le faisait comme ça. Puis on essayait de donner le plus possible la marchandise toute la même journée. On la recevait toute la même journée, nous autres, mais on préparait toutes les commandes dès qu'on avait la réception. Puis après ça, on le donnait toute la même journée. Ça faisait un super bel effet dans le cégep parce qu'on avait vraiment beaucoup de gens qui portaient leur sweatshirt, leur t-shirt la journée où ils l'ont reçu. Ce qui est comme normal, on aime porter un nouveau outfit. Donc, quand on faisait ça, c'était vraiment intéressant. Tu te promenais dans la cafétéria, il y avait le linge partout. Je pense que c'était une stratégie marketing assez simple, mais c'était beaucoup basé sur le relationnel. Je comprends. Puis à cause de ça, ça fonctionnait. Puis c'est un gros cégep, mais c'est un petit cégep. Sure. C'est-à-dire que quand on compare à Montréal, ben c'est sûr que c'est plus petit, mais quand on compare aux régions, c'est un peu plus gros. Fait que tu as pu t'implanter plus facilement, c'est-à-dire plus rapidement. Je pense que oui. Puis on avait... Il y en avait d'autres, des marques, mais parce qu'il y avait assez d'étudiants puis il y avait assez justement de clics qu'on était capable d'aller tirer notre épingle du jeu. Fait que là, tu as vécu cette expérience-là. Qu'est-ce qui est arrivé justement pour que tu te dises « OK, on va essayer notre business justement en entretien
dépaysagement et tout ça. Fait que je me demande, c'est parce qu'on est complètement On est ailleurs. complètement ailleurs. Right? Dans le fond, c'est que j'ai rencontré les enfants d'une collègue à mon père, qui, eux, avaient créé ça ici à Montréal, puis qui avaient réussi à rendre ça relativement profitable, en tout cas beaucoup plus profitable qu'un emploi d'été normal aurait pu rapporter. Ouais. Fait qu'il y avait un peu d'appât du gain quelque part là-dedans, mais il y avait aussi le fait que moi, je travaillais quand même manuellement. Je veux dire, justement, j'allais chez mes grands-parents, on repeinturait la galerie, on sablait, on faisait plein d'affaires. On faisait de l'entretien extérieur de maison. C'est déjà ça que je faisais de mes étés pour aider mes grands-parents, pour les dépanner. Fait que je me disais, hey, autant partir, pourquoi j'en ferais pas autant pour d'autres gens? Puis oui, 100%. C'est relativement agréable. Moi, si je trouvais pas ça difficile mentalement ou physiquement, là, même si ça faisait des grosses journées. Fait qu'avec justement, des partenaires de la business précédente, on repartait ça. Puis finalement, c'est comme un peu mort dans l'œuf. Ça a été une bonne leçon au travers de tout ça parce que on commence le processus pour démarcher des ventes, puis finalement, on prévoit déjà frapper un espèce de... Avec nos estimés, on est comme, on va probablement frapper un 30 000, fait qu'il faudrait s'enregistrer aux taxes. Puis là, on a complexifié notre structure très, très tôt. Et ça nous a ralenti au point qu'on n'a pas été capable de... Je veux dire, on a fait quelques projets, mais on n'a jamais vraiment atteint ces objectifs de toute façon parce qu'on n'a pas été... On s'est trop ralenti dans l'administration de ce projet-là. Beaucoup de gens font ça aussi. On a tendance à... Parce qu'on a une peur aussi d'inquiétude qu'il faut avoir un plan parfait pour avant de se lancer en affaires, comme un plan d'affaires, évidemment, un plan marketing, tu sais, t'as tellement de choses qu'on apprend aussi dans les cours au cégep et à l'université. Selon une entreprise qui est stable, qui est en croissance, il faut avoir tous ces piliers-là. Mais pas nécessairement. Tu sais, je pense que le meilleur test que tu peux avoir, si quelqu'un nous écoute, c'est va chercher des premiers clients, même si c'est pas parfait à 100%, tu es à l'aise avec un de tes services, et c'est là, vends-le, puis voir, OK, est-ce qu'il y a une opportunité de croissance. Puis over time, développe ta croissance, mais c'est ça, si tu passes 3, 4, 5, 6 mois, 1 an sur perfectionner ta structure, tu vas jamais te lancer. D'après moi, là, parce que tu vas être dans la peur de prendre des actions. C'est un vrai risque de finalement pas se lancer par perfectionnisme. Puis on a l'impression qu'on se rend service parce qu'on est encore mieux préparé. Oui, c'est ça. Mais il y a un certain gage de foi qu'il faut avoir quand on se lance, je pense. 100%. Chose qu'on a peut-être manqué dans cette première... dans cette expérience entrepreneuriale-là, c'est qu'on aurait pu juste comme commencer à vendre le service à nos voisins puis figurer les taxes puis l'impôt puis Revenu Canada plus tard. On aurait été correct, on aurait pu se rendre à 30 000 de vente puis après ça, frapper le gage légal puis après ça, commencer à penser à tout ça. OK. Tu as vécu ça. Mais je trouve ça super intéressant puis c'est pour ça qu'on pose des questions justement sur le background d'un entrepreneur, à savoir qu'est-ce qu'il a fait justement pour... qu'est-ce que Vince a fait pour se rendre à ce qu'il est aujourd'hui. Fait que ça a été quand le step que tu as commencé à toucher une caméra, tu as commencé à prendre de la photographie, à faire de la photographie, peut-être de la vidéo aussi, puis tu te dis, OK, là, il y a un potentiel business puis entrepreneurial à développer par rapport à ça? Ça a commencé justement plus vers, justement, à la fin de mes expériences entrepreneuriales se sont enchaînées un peu back to back, une après l'autre. OK. Donc, après avoir, à quelque part, moins réussi dans mes collaborations entrepreneuriales, je me suis dit, je vais faire quelque chose tout seul. Encore une fois, autodidacte, je me suis mis à jouer beaucoup avec Illustrator. J'avais de la facilité, moi je dessinais beaucoup, fait que là je transitionnais avec une tablette graphique, on va faire des logos, on va faire du design, et je vendais ce service-là au travers de ma technique, mais de petites entreprises que je connaissais aussi. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai continué à faire ça. Je l'ai vendu à des assos étudiantes, à des petites entreprises, aux parents de mes collègues de classe, et éventuellement est arrivé la COVID, élément déclencheur pour beaucoup de gens. Vendre des logos, vendre du design, c'est déjà très abstrait parce que les gens qui n'ont pas de designer graphique en ce moment, déjà, c'est à quelque part, ont besoin de plus d'accompagnement pour comprendre la pertinence de ça. Cet accompagnement-là, le donner en personne, c'est déjà assez complexe. Le donner en Zoom, bonne chance. Vraiment difficile. C'était challengeant. Donc rapidement, j'ai pivoté. Et ma mère, qui probablement avait une vision prophétique, m'avait laissé partir à Montréal avec sa vieille caméra. Dire, bon, toi tu t'en vas, voici ma caméra, je ne m'en sers plus, vas-y. Et donc, je pivote. À ce moment-là, on est beaucoup dans les parcs, on est beaucoup à l'extérieur, je prends ma caméra, je prends des photos de mes amis, je prends des photos des petites fêtes qu'on fait pour le plaisir, en extérieur. Oui, c'est ça exactement.
Puis, pas longtemps après, je me mets à travailler pour Gourou. Et donc là, on se met à se promener dans des festivals, des événements de promotion. On peut créer... On est encouragé à créer du contenu dans la brand. Ouais. Mais moi, j'ai une caméra. Je vais faire du contenu. Je fais de la photo. Ça fait que, j'ai pas mal la caméra dans les mains à tous les jours. Okay. Et là, c'est ça qui m'a vraiment déclenché, c'est que tu te mets à t'améliorer très rapidement. Tu te dis, mon Dieu, ça a de la valeur, ce que je fais, c'est intéressant. Puis là, quand la rentrée arrive, je suis déjà connecté avec des assos étudiantes. Je suis moi-même dans des assos étudiantes. Je me mets à vendre un service de photographie aux assos étudiantes. J'étudiais encore en gestion à ce moment-là. Donc, les associations étudiantes de gestion sont connectées à des entreprises plus corporatives qui les sponsorent ou qui les encouragent ou qui font des événements de réseautage. Okay. Et donc, rapidement, ma première clientèle, les assos étudiantes, j'en fais énormément, mais aussi, je connecte avec le monde corporatif très vite. Et ça a été comme ça un peu la genèse de l'entreprise au final parce que j'avais 2 niches, une peut-être un peu moins payante, mais très créative avec les assos étudiantes qui ont tout le temps des idées super sautées. Et avec le corporatif, qui est peut-être un petit peu plus payant, un peu plus professionnel, mais qui m'aidait beaucoup à structurer justement mon offre sur le long terme. Ouais. Encore une fois, en ayant appris de mes expériences précédentes d'entrepreneuriat, je l'ai pris au sérieux, j'ai structuré quand c'est le temps, mais je ne l'ai pas fait trop tôt. C'est ça. Ce qui fait que comme ça a pu rester flexible et surtout, avec un certain niveau d'agressivité sur le marché, c'est-à-dire que comme je pouvais me rendre disponible un peu n'importe quand, je pouvais accepter un peu n'importe quel projet. Et ça faisait que je pouvais être un peu partout en même temps. Nice. Fait que tu as pris action plutôt que justement dans ton dernier projet, c'était le contraire justement de perfectionner avant de se lancer. Fait que tu as fait un mix des deux, puis justement tu as pu scaler ça, organiser ta structure en conséquence. Rendu en 2025, qu'est-ce que tu préfères au niveau des clients un petit peu plus créatifs, un petit peu plus carte blanche, ou dans le cadre d'un corporate, il y a aussi des avantages, mais je me demande un peu, toi, personnellement, c'est quoi tes intérêts au niveau de la clientèle? Mon Dieu, il y a toutes ces réponses. Il y a vraiment... faut vraiment que le projet soit mal géré pour pas que j'aime ça. Ça doit être déplaisant. Mais ça doit être à un niveau vraiment excessif. Pour que j'aille aucun plaisir, il faut vraiment que ce soit un niveau excessif. C'est pas arrivé sur quoi, presque 500 projets maintenant. C'est peut-être arrivé 5 à 10 fois. C'est la plupart des projets me plaisent. Pour des raisons différentes à chaque fois, mais la plupart des projets me plaisent. Ce que j'aime, c'est les belles collaborations puis les collaborations qui sont organiques. Quand le brand et moi, on veut travailler ensemble parce que it just makes sense. Evenco, c'est un super bon exemple de ça où justement c'est presque fusionnel. J'ai l'impression que comme le temps d'un week-end ou d'une semaine, dans le cas de la Place des Arts, je fais partie de leur équipe. J'ai mon petit poste de travail, puis ma caméra est là, mon sac est là. C'est familier, là, tu te sens vraiment imprégné. Oui, c'est vraiment ça. Fait que je pense que c'est plus comme ce type de collaboration-là que je cherche puis que je poursuis. Puis des fois, je les trouve dans le monde corporatif, des fois, je le trouve dans le monde créatif. Wavency, c'est un bon exemple de ça. Le Gala Influence, c'est aussi. Wavency, on peut l'associer à une plus grosse agence, une dizaine d'employés, tout ça, c'est quand même bien rodé, mais encore dans la phase un petit peu plus, je sais pas, il y a une vibe qui est jeune, qui est enivrante, qui est le fun, qui est créatif, évidemment, avec le Gala Influenciation qui est complètement unique au Québec, là, du moins. Oui. Puis il n'y a pas beaucoup de compétition si on regarde au Canada. Là. Fait que, c'est super intéressant de travailler puis de pouvoir collaborer avec des gens comme ça. Fait que bref, shout-out à Wavency. Oui. On les aime. On les aime. Je me demande comment tu as déniché ces gros contrats-là. On va y aller pour ça. Au niveau de Evenco, au niveau de Osheaga, Hillsonic, comment ça fonctionne dans ce milieu-là pour se plugger? On va y aller pour ça. Pour se plugger. Pour trouver un... Ouais. Ce que je dis beaucoup parce que là, j'ai la chance maintenant de travailler un peu plus en équipe, de travailler avec des photographes, puis moi-même, des fois, d'avoir un peu la relation mentor avec quelqu'un qui commence. Pas parce que j'ai énormément d'expérience, mais justement parce que je pense que j'ai comme une formule qui fonctionne bien, puis j'affiche aussi un certain niveau de succès avec cette formule-là. Oui. Evenco, c'est vraiment un cas de connexion. On dit souvent que comme c'est ça qui nous apporte le plus d'opportunités dans la vie. Là. Mon bac, je l'ai fait à HEC. J'ai rencontré énormément de gens qui ont
pu se mettre eux-mêmes parce qu'ils ont de l'ambition, qui sont en position de gestion dans des grandes entreprises, entre autres Kevin, Charlotte Kevin, qui s'est retrouvé à Evenco, qui est chargé de compte pour l'équipe sponsorship d'Evenco, spécifiquement au Parc Jean-Drapeau. OK. Et là, ça s'est passé, mon Dieu, c'était ma 3e année à Osheaga, donc ça devait être en 2023. OK, nice. Oui, c'est ça. On est le mercredi avant Osheaga. Osheaga, ça commence le vendredi. Et là, Kevin m'écrit, dit « Écoute, on cherche un photographe. C'est ça le budget, c'est ça le mandat. C'est à prendre ou à laisser. » Là, je suis en panique. Mais c'est comme... Qu'est-ce qui se passe, là? OK. Comme, j'appelle Kevin, j'essaie de figurer. OK, mais là, parle-moi en plus. Explique-moi qu'est-ce qui se passe. Écoute, notre photographe nous a laissé désister, ou en tout cas, de toute évidence, il ne travaillait plus avec. OK. Et là, c'est comme on a besoin d'un photographe pour la fin de semaine, pour documenter le site, surtout par rapport aux activations, les sponsorships, mais c'était assez général comme mandat. OK. Avec une longue shortlist. Okay. Puis c'était un bon ask. Puis moi, je venais juste de me lancer à temps plein. Ouais, c'est ça, c'était ce printemps-là que je venais de me lancer à temps plein. Okay. C'était tout juste. C'est incroyable. Fait que là, je dis, écoute, j'ai juste un appel à faire. Puis je te reviens. L'appel que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû appeler ma blonde parce qu'on avait un week-end prévu avec sa famille toute la fin de semaine. C'est les opportunités of a lifetime, là, littéralement. C'est comme le plus gros festival de musique au Canada. Là. C'est énorme. Là. Fait que là, je dis à ma blonde, Osheaga a appelé. Je pense que je devrais y aller. Je vais y aller. Je pense que je devrais y aller. Je pense que je demandais un peu c'est quand bon même appelé, c'est son support là-dedans parce que je savais qu'elle allait devoir expliquer ça à sa famille aussi. 100%. Oui. Toujours est-il qu'elle allait montrer un grand niveau de support dans ce moment-là, mais sa famille aussi. Nice. Ils ont été super compréhensifs de tout ça. Mal, hein? Et donc, j'ai rappelé Kevin pas trop longtemps après, puis ça a découlé en la première collaboration à Osheaga. J'adore. Puis, rapidement, j'ai réalisé un peu dans quel environnement je venais de mettre les pieds parce que il y a énormément de photographes à Osheaga. Mais là, en plus, dans ce mandat-là, on était 2. Mais pas 2 au sens que il y en a un qui fait la moitié de la job, puis l'autre moitié fait l'autre fait l'autre moitié. OK. Les deux, on avait la même liste. Fait que là, tu t'empiètes sur l'autre, nécessairement? Ou c'est comme... Il y avait comme une... C'est assez étrange. Ça n'arrive pas, là. Exactement. Je pense que il y avait une certaine notion de test, de voir, OK, ça va être qui notre fournisseur récurrent? Ah, wow, OK, interesting. Puis, moi et l'autre photographe, on s'entendait super bien. On avait vraiment... On a cliqué. Fait qu'on a plus travaillé en équipe. Et donc, un moment donné, quand j'ai connecté les points, puis j'ai fait, OK, d'après moi, on se fait tester. On dînait ensemble, puis là, je lui ai expliqué ça. J'ai dit, d'après moi, il y a juste un de nous deux qui revient l'année prochaine. Puis, il a été super fin parce que lui, il faisait plus ça comme par passion, puis parce qu'il adore la photo. Ouais. Puis, il le faisait plus à temps partiel. Fait que là, il a dit, écoute, toi, Vince, tu veux en vivre? Fait comme, vas-y. Fait que là, moi, j'ai le contrat dans le fond. Ouais, ben dans le fond, il m'a dit essentiellement que lui, il allait pas faire des extra steps pour s'assurer comme de le closer à chaque année. Il était juste content d'être là. Puis qui a été super fin, il m'a laissé un peu le champ libre, mais moi aussi, j'ai décidé que j'allais over-deliver. Fait qu'on était supposé juste livrer des photos pas retouchées à tous les jours, sans tri. Fait que là, moi, je triais ma galerie, j'éditais ma galerie, je la triais par partenaire. J'ai tout donné ça à l'équipe, puis ils ont vraiment aimé ça. Incroyable. Ce qui fait que l'année d'après, j'ai pas juste retravaillé sur Osheaga, mais j'ai travaillé sur Osheaga, Hillsonic, Lasso. Ouais. Puis là, cette année aussi, on a rajouté tout ce qui est quartier des spectacles, donc jazz, Festival international de jazz et les Franco de Montréal. Incroyable. Ouais. Donc, c'est vraiment une belle... Quand tu dis, OK, c'est quoi que tu cherches dans un client, c'est ça. C'est ultimement, c'est comme un bon fit de culture, d'attente, puis de collaboration. Quand tu as reçu cet appel-là de Kevin, comment tu t'es senti au niveau... est-ce que je me sens prêt? Est-ce que je suis prêt à affronter ce mandat-là ou tu étais comme... OK, non, on le fait, puis je suis très à l'aise. Le sentiment d'imposteur prend énormément de place dans ma tête. Un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude, I guess. Là. Mais je suis tout le temps proche de la panique. Quand j'ai un gros projet, là, puis que j'ai jamais rien livré de tel, c'est sûr, j'ai toujours un petit moment de panique. Ouais. Okay. Mais drôlement, cette fois-là, ça s'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps de paniquer. J'adore. Ben, en fait... T'as pas eu le temps parce que t'étais comme en action. Là. C'est comme là, Parce que t'avais combien de temps prior, genre le téléphone, le coup de téléphone? Ensuite, l'événement se passait comme la journée d'après. C'était quoi un peu le surlendemain? Le surlendemain. C'est ça, on est comme mercredi, début d'après-midi quand on se parle. Okay. Puis je dois être là vendredi matin. Niveau préparation, qu'est-ce que tu fais pour ce genre d'événement-là?
Ben là, maintenant, pour Maintenant, Hochelaga, c'est je me différent, prépare. À ce moment-là, je l'ai fait raw, dans le sens que comme Yeah. j'avais à peine de stock, je faisais beaucoup d'allers-retours à la roulotte parce que je planifiais mal mon équipement, mais dès la deuxième année, tu sais, c'est niaiseux, mais juste d'avoir des bouchons pour les oreilles, là. Oh, ben oui. Parce que, je veux dire, tu passes 3 jours à côté de gros systèmes de son. Tout c'est clair. Oh my God. Tu reviens chez vous, les oreilles ils te T'es sonnent. pété. Fait là. que ça, bien s'habiller, c'est niaiseux, mais Bien s'habiller. pas nécessairement en termes de qualité d'outfit puis de style fashion, mais le bon habillement. Comme moi, je Pas m'habille confortable? presque comme si je faisais du sport. C'est-à-dire que comme Ok, faut que je ça mets, soit léger, je là. mets des bonnes espadrilles parce que Sure. je marche entre 20 000 et Ouais. 40 000 pas par Ouais, jour. 100%. Tu mets des bonnes espadrilles, tu mets des vêtements qui respirent parce que Ouais. tu vas avoir chaud, puis comme Ouais. s'il pleut, ben, il faut que ça sèche rapidement, Ouais. ce genre de choses-là. La Ok. deuxième année aussi, j'avais un harnais, parce qu'une caméra, c'est quand même lourd. Ouais. Moi, j'aime beaucoup transporter une seule caméra, puis j'aime avoir une plus grosse lentille dessus, ce qui fait que comme mon setup est particulièrement lourd, l'avoir en bandoulière, ça fait que ton poids est asymétrique sur un des côtés de ton corps. Ça peut causer des problèmes après une C'est grosse vrai. journée comme ça, où tu fais 12 heures de marche non-stop. Donc là, c'est plus central. Fait que là, c'est ça, j'ai Ouais. le harnais, donc j'ai la caméra vraiment OK. au milieu du torse. Intéressant. Puis ça simplifie beaucoup la tâche. Puis Mhm. maintenant aussi, je promène tout le temps un petit Nice. fanny pack avec bouteille d'eau, Ouais. ma shot Ouais. list, mes bouchons d'oreilles, toutes ces choses-là, juste pour être capable d'être un peu prêt à tout. Puis, sans m'en rendre compte, j'ai aussi un rain cover là-dedans, mais je l'ai découvert à Hochelaga cette année. Je l'avais mis probablement l'année passée en prévision de la saison des festivals. Puis là, cette année, il y a eu une petite Il y a eu- averse à Hochelaga OK. qui a été comme extrêmement agressive, mais qui n'a pas duré super longtemps. Ok. Mais bon, là, moi, je suis dehors, puis j'ai une Là, tu caméra. fais quoi, là? Ouais. Ben, là, je fouille dans mon petit sac, je suis comme peut-être que j'ai un sac de poubelle, quelque Ouais. chose, puis là, je trouve carrément un rain cover, je suis comme... Si le temps m'en fait J'aimerais pour ça. donner un shout-out à Vince 2024 Nice. qui a pensé à mettre ça là, parce que sinon, je me débrouillais pas du tout. Non, c'est clair. Fait que c'est ça. Nice, j'aime ça. Ben, tu sais, c'est sûr que pour un événement de ce genre-là, sur. C'est plusieurs jours, évidemment. Mettons, c'est une journée de 8 heures. Ça ressemble à quoi, l'implication? Habituellement, mentale? j'arrive vers 9, 9 et demi. Alright. Pour un départ du site vers minuit, minuit et demi. Puis, est-ce que tu dors sur les lieux ou tu Non, dors- non, c'est ça. Je retourne chez nous. Ah ouais, ok, quand même. Fait que c'est ça. Fait comme Ok. tout le monde en métro, je repars en Ok, métro. Ah, ouais, nice. Mettons que je suis très mal pris ou que je dois repartir un peu plus tôt puis que je veux skipper justement le trafic du métro, je vais prendre un taxi, un Ouais, Uber, peu sure. importe. Yeah. Mais habituellement, c'est ça. Ok, nice. J'arrive chez nous, mettons, il est 1 heure et quart. Ouais. Puis là, je trie. Ouais. Ben, je back up la Oh my caméra, je God. trie, j'édite, puis je livre le soir le plus possible. Puis Sure. sinon, je me lève tôt le matin. Ok. Fait qu'avant 9 h, dans le fond, je vais finir de trier la galerie. C'est pas épuisant, c'est comme physiquement, mentalement, de Ouais. faire ça sur des 3 jours de temps où t'es tellement, tu sais, c'est tellement enivrant, c'est tellement passionnant que tu filmes moins un peu cette fatigue. Ouais, c'est ça. Être sur le site, tu te ressens pas la fatigue. Non, parce que t'es dedans, là. Puis dedans, Ok. puis tu t'en rends pas vraiment compte que tu as juste dormi 4 heures. Mais la troisième journée est toujours la plus difficile, puis c'est pour ça, mettons, que Ilsonic puis Lasso, c'est pas du tout le même niveau de difficulté parce que c'est juste 2 jours. Mhm. Donc souvent, tu as bien dormi la première nuit, Ouais. puis là, tu as juste la nuit entre les 2 journées de festival Ça, qui c'est est un faisable. peu plus touchy, mais c'est pas si pire. C'est Ok. que chez Aga, c'est que tu accumules 2 nuits, Ouais. mettons, comme ça pendant le Ouais. festival. Puis là, c'est un peu plus intense, mais la première année, je l'ai vraiment trouvé difficile. La Mhm. deuxième année, j'étais déjà comme pas mal plus en forme, puis mieux préparé. Juste d'être bien habillé, de pas avoir mal aux pieds à la fin de la journée, de pas avoir mal aux oreilles à la fin de la journée. Le niveau d'énergie que tu as à la journée 3 est pas du tout comparable à, mettons, ce que moi j'avais vécu en 2023. OK. Je vais te poser une question. Mettons, de 2023 jusqu'à 2025, ça a été quoi ta plus grosse courbe d'apprentissage? Qu'est-ce qui a été le plus challengeant que tu as dû surmonter ou que tu as dû t'adapter en conséquence au niveau business? Là? Je pense que comme beaucoup de freelancers, le problème d'affaires qu'on a comme très tôt dans Ouais. notre carrière, c'est la tarification. OK, tu sais pas combien charger Ouais. ou... Qu'est-ce que ça vaut, ce que je fais? Hmm. Je pense que cette question-là est vraiment difficile à répondre. Puis, moi, quand j'ai commencé, j'allais beaucoup avec mon coût d'opportunité. Fait que là, mettons, je faisais quelque chose comme 25$ de l'heure. Tu chargeais de l'heure. Je le t'évaluais calculais comme ça ça. comme ça. Ok, Je le calculais comme ça. Ok. Fait que, mes clients recevaient toujours des factures assez détaillées Mhm. de, bon, quel montant est allé Je où comprends. sur le total. OK. Ça, j'avais appris ça d'un fournisseur avec qui j'avais travaillé dans les assos étudiantes qui faisait ça, qui faisait des factures très détaillées pour des assos étudiantes, chose que comme la plupart des assos vont peut-être pas regarder en détail.
Mais j'avais appris ça de lui parce que ça fait que, il y a toujours réponse aux questions. Tu regardes la facture, puis OK, l'argent est allé où? Est allé à tel poste, tel poste, tel poste. Ça m'a aidé. Wow. Fait que même quand je faisais au tout début des contrats gratuits, je faisais des factures où j'annulais les coûts à la fin. Mais il y avait quand même le détail de la valeur de ces coûts-là. Finalement, vous avez eu un rabais de 100%, mais normalement, vous auriez payé tant. Ouais, c'est ça. OK. Fait que je pense que même, je me suis beaucoup amélioré, puis maintenant, ma structure de tarif, je la trouve vraiment bonne, parce qu'elle est flexible en fonction du type de projet, parce que je veux dire, on va pas charger des photos comme un portrait professionnel à la même valeur que, mettons, justement, des photos d'événementiel. Même chose pour de la photo commerciale, où on prend, par exemple, quand on fait de la photo de produit, des fois, on va prendre plusieurs dizaines d'images pour les combiner en un seul visuel. Ça n'a pas du tout la même valeur que quand on prend un portrait professionnel, puis que oui, on passe beaucoup de temps à le retoucher, mais c'est pas du tout le même processus. Même chose pour l'événementiel, où essentiellement, on va faire principalement des ajustements lumière-couleur. Ça reste relativement simple. Donc, je pense que la tarification, c'est peut-être un problème d'affaires que les freelancers vivent plus que d'autres. C'est sûr. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé avec le temps. Puis, grâce à ça, aussi, ça me permet de fixer des limites un peu plus claires. Le budget, c'est une des bonnes manières de discriminer si je prends un projet ou pas. C'est pas que comme le projet me tente pas ou que le projet m'allume pas, mais c'est que il y a un certain coût d'opportunité, encore une fois, à aller prendre un projet versus un autre. J'imagine que, rendu à ton niveau aussi d'expérience, tu te permets de dire non à des contrats. Là. Oui. Même si c'est des contrats peut-être payants, mais tu te dis, hey, je sais pas, j'ai un gut feeling, je ne feel pas la personne, je la feel pas. Est-ce que tu t'es déjà c'est rare que je vais vraiment dire comme non, je prends pas le projet à cause du collaborateur. Ça, c'est comme c'est pas vraiment arrivé. Je comprends. Okay. Mais il y a des choses qui sont pas faites pour moi. Puis récemment, j'ai fait vraiment la paix avec ça. Moi, Fais-tu un exemple? Je fais pas vraiment de mariage, mettons. OK, parfait. Comme j'en ai essayé. Ouais. J'ai été second shooter pour des photographes de mariage. Je fais des mariages, mettons, pour des amis proches, de la famille, parce que ça les dépanne eux. Mais je vais pas marketer ma business autour de ça, simplement parce que j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi. Parce que t'as pas un intérêt pour ça, dans le fond, pour développer ce marché-là, ou c'est... Il y a ça, mais c'est que il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour le faire. OK, littéralement. Okay. Je reconnais juste que j'ai un manque à ce niveau-là. Je comprends. Au même titre que la photo de nouveau-né, que les baby showers, c'est tout un peu dans la même branche. Okay. J'ai réalisé qu'au final, j'ai pas... j'aime ça que mes shoots soient super dynamiques, puis qu'il y ait vraiment beaucoup d'énergie dans la pièce, que ce soit un peu pété, puis c'est correct. Éclaté, là. Éclaté, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est un meilleur mot, ce que tu dis. Non, mais c'est bon, versus un mariage on le voit un peu, les shootings de photos et de vidéos qui est un petit peu plus en balade, tranquillement, en slow, tu sais. C'est complètement différent, tu sais. C'est correct, c'est juste que moi, quand je fais ça, je suis à contre-courant de mon instinct créatif versus, mettons, dans un événement où ça bouge beaucoup. Mon cerveau n'a aucune difficulté à keep-up. Je comprends qu'est-ce qui se passe. J'ai regardé l'horaire une fois, puis je l'ai encore en tête, mémorisé. Comme j'ai réalisé que j'avais une certaine affinité avec un type de contrat, puis j'ai la chance, puis j'ai le luxe, comme freelancer, d'être booké. Et donc, je peux dire non à ça. Ça, c'est un challenge aussi, on peut en parler, là, mais justement de se démarquer parce que c'est un domaine que beaucoup de gens se lancent, il y a beaucoup de barres à l'entrée, tu peux créer ton portfolio toi-même dans ce sens-là, acheter ton équipement, mais beaucoup de gens aussi le sont, offrent un peu sensiblement un produit semblable. Comment tu te démarques? Sur le marché, c'est un peu la difficulté. Là. Je trouve ça fascinant pour le freelancer là, de regarder le modèle d'affaires des gens puis de comprendre comment ils ont réussi à le faire fonctionner. Là. Ça me fascine. Parce qu'on a tous vu le même casse-tête. On l'a pas tout résolu de la même manière. Puis ça, ça me fascine. C'est peut-être mon background de gestion qui parle à ce moment-là, mais je trouve ça absolument fascinant. Pour parler de comment on se démarche, puis comment on démarche nos clients, puis comment on va se démarquer sur le marché, il y a vraiment une notion, je crois, pour le freelancer moyen, de se mettre au centre de sa propre marque, qui est super important. Je pense que comme maintenant que je travaille avec beaucoup de freelancers, je veux dire, j'ai à peu près une 60aine de fournisseurs un peu partout au Québec avec qui je collabore, des gens à qui je vais donner justement des contrats de mariage qui viennent vers moi que comme « Hey, toi, je sais que tu tripes, puis en plus, je sais que tu es bon. » Puis dans le fond, tu aides un peu ta niche aussi. Absolument. Puis moi, je confie ces clients-là les yeux fermés parce que je sais que ces gens-là sont plus que capables
C'est cool, de s'occuper de ça. C'est le fun, OK. De la même manière que, par exemple, pour le Gala Influence Création, on a rassemblé 26 professionnels de l'image, des vidéastes, des photographes, des créateurs de contenu pour faire du contenu pour le Gala. Mon but, c'est de rassembler un peu ces gens-là, mais à chaque fois qu'on a un moment de connexion comme ça, puis que je vois ces freelancers-là connectés ensemble, je suis émerveillé par la diversité de modèles d'affaires puis la diversité de spécialités qui existent. La réalité, c'est que le marché est énorme. 100%. Donc, il y a de la place pour tous les freelancers. Ah oui, c'est vrai. Moi, je pense que vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Il faut trouver qu'est-ce qui résonne avec nous, puis s'assurer que comme on est à l'aise avec la personne qu'on est. Parce qu'une fois qu'on remet cette personne-là au centre de la business, ben qui va être capable d'offrir exactement ce que j'offre? Ben personne. Parce que c'est moi, je suis mon service, je suis mon entreprise, je suis le photographe derrière la caméra. Donc, peut-être que quelqu'un peut reproduire mes images, mais il ne peut pas reproduire ma personnalité. J'ai une grosse question un petit peu générale, puis je pense qu'on peut la poser aussi pour différentes industries. Qu'est-ce qui fait un bon photographe versus un qui l'est moins? Je pense que, mettons, un bon photographe, c'est super relatif, mettons, au niveau artistique. Ce que je pense qui est comme dommage, puis ce qui ferait peut-être un moins bon photographe, c'est quelqu'un qui abandonne sa passion parce qu'il ne voit pas les résultats qu'il voudrait. À court terme, tu veux dire? À court terme. Je pense que c'est... je pense que c'est ça qui est difficile. Puis la plupart des photographes vont abandonner leur business de photo relativement tôt. Moi, ça a été quelque chose que j'ai vraiment gardé en tête. Je veux dire, quand j'étudiais en gestion, on nous disait beaucoup que l'entreprise moyenne fermait ses portes après 5 ans. Oui, 100%. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, faut que je serre les dents pendant 5 ans. Puis après ça, j'ai déjà défié les statistiques. Donc, je pense que comme le bon photographe versus le moins bon photographe, ben, il y en a un qui va poursuivre longtemps, il va continuer à s'améliorer, il va continuer à exister dans l'industrie, versus il y en a un qui va ralentir, peut-être même s'effacer, voire abandonner complètement sa passion. Puis ça, je trouve que c'est brise-cœur parce que comme au final, c'est des gens qui adorent ce qu'ils font, puis qui finalement réalisent qu'ils sont peut-être que c'est pas exactement ce comme ils voudraient ou qu'ils voient pas les résultats qu'ils voudraient voir, puis ils abandonnent. Quand j'ai commencé dans l'industrie, je disais beaucoup, il y a trop d'artistes, puis il n'y a pas assez de fournisseurs de services créatifs. Puis c'est comme super polarisant comme phrase, fait que je n'assume plus du tout ces mots-là, mais le constat que je faisais tient encore. C'est-à-dire que à vouloir être artiste avant tout, on pénalise notre longévité dans le marché. Parce que c'est ça qui devient difficile un peu. C'est que si justement on voit pas nos résultats, on se démotive, puis là on abandonne notre art parce qu'on se dit bon, finalement c'était pas fait pour moi. Alors que la réalité, c'est qu'un certain niveau d'échec au début fait partie un peu du jeu. Puis de voir notre art comme un vecteur de valeur, puis après ça, de connecter cette valeur-là à un intérêt financier ou commercial, ça peut nous aider à rester plus longtemps dans le marché, puis à continuer à persévérer dans l'industrie. 100%. Maintenant, je fais beaucoup plus de choses créatives qu'il y a un an. Puis, je faisais déjà, il y a un an, beaucoup plus de choses créatives que l'année précédente aussi. Il y a un certain niveau de balance. Il faut trouver une niche dans laquelle on peut performer, qui peut être assez lucrative. Moi, souvent, c'est ça que je conseille. Par exemple, le mariage, l'immobilier, le corporatif. C'est des bonnes niches qui vont avoir un certain degré d'expression artistique, mais pas particulièrement poussé. Ces niches-là vont nous permettre de payer notre équipement, payer notre loyer, continuer à nous développer, nous permettre de continuer à exister comme artiste. Et après ça, ben là, on a des fonds. On peut aller louer un studio, payer des modèles, payer un directeur artistique pour scaler. Scaler, mais pour développer notre portfolio puis nourrir notre artiste intérieur. Tu sais. Puis se permettre aussi, sans s'endetter nécessairement, mettons, de passer du temps sur des projets plus créatifs. Des projets qui sont pas nécessairement rentables, mais que tu dis, hey, je veux m'impliquer bénévolement avec cette personne-là parce que sa mission est vraiment haute. Versus essayer de faire tout ça en même temps, à essayer d'aller rejoindre les deux bouts à la fin du mois. C'est mieux, en tout cas, selon moi, d'établir une certaine structure, une base, de savoir c'est quoi tes coûts de vie, tes coûts de business, quand tu es rendu au niveau d'avoir des clients, mettons, récurrents, puis une certaine quantité pour payer ce niveau de vie-là. Parfait. Le next step, c'est du réinvestissement en équipement, en projet et tout ça, en grandeur d'équipe, ou je sais pas, autre chose pour toi personnellement, mais oui, je pense qu'il faut faire une distinction entre, parce que souvent, je pense dans notre industrie,
il y a beaucoup de gens qui sont rattachés à leur craft, Ouais. qui sont perfectionnistes dans leur manière de créer le contenu, vidéo, photo, etc. Mais peut-être qu'ils ont certaines lacunes au niveau de développement d'affaires et tout ça parce qu'ils ne valorisent pas ça autant versus le produit final pour le client. T'sais, un client, c'est pas tous les clients qui vont valoriser une certaine qualité visuelle que toi, tu vas voir qui est beaucoup plus supérieure parce que tu connais les différents. T'sais. En tout cas, fait que c'est juste un milieu. Puis moi, personnellement, je me considère beaucoup moins un artiste ou un perfectionniste, plus un généraliste qui offre un certain contenu, justement, qui est bien pour notre communauté. Mais bref, fait que c'est un peu ça. Je pense qu'il faut faire attention, justement, quand on développe une passion puis une entreprise à travers notre craft, si tu veux. Puis essayer de plus de penser au niveau long terme. Est-ce que tu te vois vivre de ça? Comment tu te projettes dans le futur? Est-ce que tu vas avoir des employés ou tu veux rester seul? C'est toutes des bonnes questions à se poser. Là. Oui, absolument. Puis c'est ça que je trouve dommage quand justement j'entends des gens qui décident de, soit pas faire le saut à temps plein ou Reste à temps partiel, qui ont carrément abandonné leur passion au profit de quelque chose de peut-être plus stable, plus safe. C'est que, on a besoin quand même d'artistes. Puis comme je disais, le marché est énorme. Il y a de la demande au bout. C'est vrai. Donc, c'est pas saturé au point que tu n'as pas d'opportunité. C'est ça. Tu vas réussir à te démarquer. C'est que à vouloir être artiste à tout prix, c'est ça. On finit par pas être artiste. Puis c'est ça qui est dommage parce que, je veux dire, il y a des gens super talentueux qui abandonnent leur passion. Puis ça, encore une fois, c'est ce que je trouve qui est brise-cœur. Ouais. Je le formulais de manière super arrogante du haut de mon 2 ans d'expérience à temps partiel comme photographe. Mais c'est ça que tu voyais pareil. C'est ce que je nommais. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin peut-être d'aide à gérer leur business. Tu l'identifies bien. Il y a des questions clés qu'il faut se poser d'entrée de jeu pour savoir vers où on s'en va. Puis, à ce moment-là, moi, je trouvais ça peut-être un peu frustrant de voir ces gens-là quitter le marché alors que, finalement, s'ils se posaient ces questions-là, peut-être qu'ils auraient pu rester un peu plus longtemps ou voire même vivre de leur art. T'sais, la question financière, c'est toujours un sujet qui est difficile, surtout quand tu as quelqu'un, justement, qui est pas à l'aise de discuter de ses chiffres, puis que tu fasses 15, 20, 30 000, 100 000 par année, peu importe, tu as réussi justement à aller chercher des revenus dans ta business. C'est plus, est-ce que c'est ça, tu te vois ça, de faire ça à long terme? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Si tu veux garder ça comme un hobby, je pense qu'il y a une distinction aussi là, dans ce sens. C'est correct si tu veux avoir une job, mettons, stable, tu veux faire ça on the side, mais en bas d'un, tu vas être rendu à un point que c'est presque impossible de faire les deux parce que, je sais pas, tu as peut-être des opportunités dans ta carrière à développer, tu as des opportunités dans ta business. On dirait que c'est beaucoup plus simple. Quand j'avais fait le processus de travailler dans un emploi, j'ai dit je vais quitter puis je vais me lancer à 100%. Comme ça, mon focus était là, puis mon focus était il faut que je ramène du pain sur la table, puis il faut que je bâtisse une entreprise qui est viable. Ah oui. On dirait que tu n'as pas le choix, mais tu vis de ça, puis c'est le fun. Fait, en tout cas, c'est pas les mêmes challenges. C'est pas les mêmes challenges, puis en tout cas, moi, de faire le saut, quand j'ai décidé de partir à temps plein pour vrai, ça m'a mis le feu aux fesses. Ben, c'est ça. Comme tu as dit, la pression de mettre du pain sur la table. Tu as de la pression, en fait. Il faut absolument que tu fasses quelque chose. Maintenant, tu as créé ta propre problématique. Tu demandes d'inconfort. Tu demandes d'inconfort en développement. Il faut absolument que l'argent rentre d'une certaine manière sans vendre ton âme, on s'entend. Là. Mais oui. Fait que, puis ça va être un autre questionnement à savoir au tout début. Est-ce qu'on prend tout ce qui passe? Puis ça, il faut faire attention à ça. Est-ce que tu conseillerais quelqu'un là, qui est nouveau dans le domaine? Là? Est-ce que tu dirais que c'est bien d'aller chercher des contrats qui sont pas ou peu payants? Tu vois les fameux groupes Facebook là, d'entrepreneurs, de freelancers qui lowball, moi je les vois puis j'ai le goût de les frapper, qui lowball des prix du genre je vais prendre le moins cher payant là, sans l'avoir écrit textuellement, mais tu sais que c'est ça qu'ils cherchent. Est-ce qu'il faut vendre un peu pas son âme, mais tu sais, vendre son temps à un prix qui est ridicule, là, vraiment pour bâtir sa réputation? Je pense pas. OK. Je pense pas. Pour répondre à la question là, de face, là, c'est ça. Fait que la tarification d'un offre de service qui a une valeur subjective, comme l'art, comme plein d'autres choses, là, mais entre autres l'art, ne dépend que de la rigidité de l'artiste qui le vend. Fait que si, par exemple, j'établis que mon portrait vaut 100$ le portrait, mais je peux pas me mettre à le faire à 20$ juste parce que quelqu'un m'a demandé un rabais.
Ça fonctionne pas. C'est que si c'est la vraie valeur du service, si c'est ce que je pense que ça vaut, il faut que je reste constant avec ça. Tu veux plus de portraits? Ah oui, on peut faire une économie d'échelle. C'est normal. Ça, c'est une norme d'industrie dans presque toutes les industries. Make sense. Ouais. Ça, c'est correct. Mais d'avoir un baseline puis de savoir que c'est ça que ça vaut, c'est super important. En photo puis en vidéo, on va dire, tu vas juste faire des contrats qui ressemblent à ce que tu as déjà fait. Ça se vaut dans les sujets qu'on capture. Fait que, par exemple, tu fais beaucoup d'événementiels, tu risques d'attirer d'autres clients d'événementiel. Ouais. Même chose pour du portrait, du éditorial, ça reste relativement vrai. C'est vrai aussi pour la tarification. Tu as des clients qui sont extrêmement négociateurs, qui mettent beaucoup d'importance sur le prix. C'est probablement leur premier critère de sélection pour les professionnels avec lesquels ils travaillent. Mais tu risques d'attirer d'autres gens comme ça. Versus, il y a aussi le cercle vertueux de cet effet-là. Des clients qui te donnent carte blanche, des clients qui te font confiance, des clients qui aiment ton style, qui aiment ta DA, qui aiment ton approche et qui sont prêts à mettre le budget sur la table pour que tu puisses faire mettre ton approche dans leur projet. Ben, tu vas en attirer d'autres comme ça. Fait que je pense que quand on commence, on a envie de tout prendre parce qu'on veut être occupé avant tout. C'est ça, exact. Puis moi, le meilleur cadeau qu'un de mes amis m'a fait, c'est qu'il m'a donné un conseil avant que je quitte mon emploi. Il m'a dit « Mets 6 à 8 mois de living expense de côté. » Avant de te lancer. Avant de te lancer. C'est ça que tu avais fait? C'est ce que j'avais fait. Incroyable. Okay. Puis, j'avais la chance d'avoir 2 incomes, dans le sens que j'avais mon emploi et ma business en même temps. C'est quand même un gros move là, de pouvoir mettre ça 6 mois. Oui. Mais à ce moment-là, j'habitais dans un petit appartement. Ça ne représentait pas le même montant qu'aujourd'hui. Mais ça reste, je veux dire, j'avais pas de voiture, j'avais pas beaucoup d'engagement financier. Mais ça reste que, c'était un bon montant. Puis j'étais content de l'avoir de côté. Puis ça m'a donné énormément de leverage dans mes premières négociations de contrat parce que, OK, c'est ça le montant. Ah, c'est trop cher pour nous. On peut toujours venir diminuer l'offre de service, mais malheureusement, ça reste que si vous voulez exactement le projet tel que vous me l'avez décrit, puis vous voulez le faire avec moi, ça va être à ce montant-là. Nice. Puis moi, je savais que peu importe ce qui se passait, j'étais capable de payer l'épicerie à la fin de la, fin de la semaine. Il n'y avait aucun problème. Fait que ça, c'était vraiment un cadeau que mon ami m'avait donné parce que ce conseil-là m'a amené à avoir énormément confiance en ma structure de tarifs. Puis une fois que la roue s'est mise à tourner, comme j'ai dit, on attire ce qu'on a déjà travaillé ou le type de client avec lequel on a déjà travaillé. 100%. Et c'est exactement ça qui s'est passé pour moi. Tu sais, puis ça me fait penser dans ma compagnie d'impression, quand je faisais du printing, puis là, je m'étais lancé, puis j'étais comme, bon, comment je fais pour aller chercher des clients? T'sais? Comment est-ce que j'attends que t'as comme la perception que les gens vont t'approcher maintenant que j'ai parti mon service? Ben c'est comme, OK, la porte est ouverte, venez me voir, mais personne ne te connaît, tu sais. Fait que là, t'es comme, ouais, mais là, pourquoi j'ai pas de clients? Ça marche pas de même. Là, tu te poses en question, qu'est-ce que je dois faire pour aller chercher de la clientèle? Puis évidemment, t'as tous les réseaux sociaux là, qui viennent en compte, t'as de la publicité, du marketing qui vient par rapport à ça. Mais j'ai l'impression, avec peut-être tu vas pouvoir enchaîner là-dessus, mais avec mon expérience, ça a été beaucoup plus les connexions que tu vas bâtir, les rencontres que tu fais, je sais pas, la communauté que tu bâtis à travers ça, c'est les humains. En discutant avec des humains, on dirait que là, tu as d'autres opportunités qui se développent plutôt que, je sais pas, de rester de ton bord et essayer de développer une stratégie moins efficace. Vraiment. Et la surplanification, ça fait plusieurs fois qu'on y revient. Là. Je pense que c'est ce qui peut tuer une entreprise, 100%. Les connexions, puis être une version authentique de soi-même, puis de connecter franchement avec les gens avec qui on travaille, ça fait vraiment une différence. Puis encore plus, je trouve, pour des freelancers, parce que, justement, comme j'ai dit, ils sont souvent, mettons, le visage et l'âme de leur propre entreprise. Exact. Si ton entreprise s'appelle Vincent Noël photographe, il faudrait que Vincent Noël soit là, mettons. Ce serait quand même aligné, là. Il faudrait que tu aies interagi avec moi quelque part dans le processus. Sure. Ou que tu connaisses mon brand, parce que, je veux dire, maintenant aussi, le fait que je travaille avec d'autres gens de confiance, ça fait partie aussi de moi. Justement, je mise sur les bonnes connexions que j'ai établies avec le temps. Fait que, je pense que comme on peut faire une belle stratégie marketing, elle peut être super efficace. Ça veut pas dire que ça vaut pas la peine de quand même développer des connexions. Ça veut pas dire que ça vaut pas la peine de venir serrer des mains, d'aller dans des événements de réseautage, de quand même avoir des connexions en personne. Parce qu'on peut développer de l'attachement à un brand et à un professionnel, et les deux en même temps. Puis
on va quand même avoir des résultats super intéressants. Et toi, personnellement, c'est quoi tes ambitions? Est-ce que tu désires rester Vincent Noël ou tu désires bâtir une agence, là, si on veut? Là? Il y a un peu des deux en ce moment dans ma tête. Je veux dire, mon but, c'est pas de créer une agence marketing, justement, ni une agence stratégique. Comme on vient un peu de l'identifier, j'ai un peu une problématique d'affaires, au sens où ben là, j'ai beaucoup de mandats qui viennent vers moi, des mandats que je peux pas toujours faire, des mandats qui se passent des fois à la même date. C'est vrai, tu peux pas te multiplier, donc... Je peux pas multiplier, pas encore, en tout cas. Pas que je sache. Donc, il y a une logique de, bon, OK, on va déléguer, on va donner ça à des gens de confiance. J'ai la chance d'avoir un super beau réseau de professionnels en qui j'ai comme vraiment confiance. Ouais. Des gens qui font une offre de service qui est super complémentaire à la mienne ou qui est super cohérente avec la mienne, puis ce qui fait que comme mon client va pas nécessairement remarquer une trop grande différence si c'est un autre professionnel qui se pointe en mon nom. Sure. Évidemment, là, c'est toujours approuvé, c'est toujours... Il n'y a pas de... Non, c'est clair. Il n'y a pas de scénario où c'est comme surprise, c'est pas Vincent qui est ici. Tout le monde est toujours au courant, mais l'ambition pour moi, c'est que j'ai investi beaucoup de temps et d'énergie dans mon brand personnel. Ouais. Au point où, justement, des fois, ça peut créer peut-être un peu de friction. Au sens où, comme par exemple, un client qui investit tant d'énergie dans sa relation client avec moi, puis que finalement, ben, je suis pas en mesure d'être disponible pour son mandat, avec lui. Ben là, c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage pour moi parce que j'aime beaucoup travailler avec ces clients-là, mais des fois, je suis pas en mesure de le faire. Ouais. Donc, peut-être éventuellement une autre bannière pour permettre justement, OK, bon, on a un rattachement à la bannière, on a un attachement à Vincent comme professionnel, à Vince comme professionnel, mais aussi à ce regroupement-là qui est comme une valeur sûre au final. Ça peut être un challenge aussi quand tu es rendu au niveau de j'ai assez de contrats pour pouvoir déléguer, faire confiance à certaines personnes, peut-être mettre une personne sur le payroll ou peu importe, mais c'est ça, si ton nom d'entreprise est rattaché à toi puis que tu te vends de cette manière-là puis tu dis je veux travailler avec Vincent, mais là, c'est ça, il y a cette transition-là au niveau de freelance à agence. Je pense que c'est d'avoir une discussion honnête avec le client dès le début, si c'est un nouveau client, mais si quelqu'un, ça fait overtime, ben encore là, c'est une autre plus grosse discussion à avoir. Écoute, mon entreprise grandit, je veux peut-être travailler sur différents projets, des projets sans dire qu'ils sont plus fun ou différents, mais je veux grandir mon équipe puis je veux pas m'épuiser non plus à faire tous les mandats possibles. Donc, je pense que c'est d'être honnête avec ça, mais c'est la friction que ça peut créer. J'ai déjà vécu ça. Puis c'est ça. Puis c'est de dire, écoute, je peux pas offrir 100% du type de vidéo que tu cherches. Je me spécialise dans le podcast. Fait que je vais déléguer avec quelqu'un de confiance, tout simplement. Mais des fois, le client me dit, ben non, je veux travailler avec toi pareil. Mais malheureusement, il y a certaines choses qui sont pas possibles. Fait que c'est ça. Mais ça peut être difficile justement de confronter un client et de dire, écoute, c'est un payroll, c'est de l'argent qui rentre dessus. Fait que bref. Il y a toutes sortes de... Puis je veux dire, moi, je suis pas quelqu'un qui performe bien dans le conflit, dans la confrontation. Donc, en général, c'est très une discussion pleine d'empathie que j'essaie d'offrir. Okay. J'aimerais ça, travailler avec tous les clients qui m'approchent, sincèrement. J'aimerais ça être le bon gars pour être capable de couvrir les photos de famille, les mariages. J'aimerais ça être capable de faire encore autant de design que ce que je faisais quand j'étais en freelance de design. Mais je peux pas. J'ai juste le même nombre d'heures que n'importe qui dans ma semaine. Cool. Donc, je me dois déléguer, puis je me dois d'un peu abandonner le contrôle de certaines affaires parce que il faut que je fasse confiance à d'autres gens puis si je veux continuer à exister dans cette industrie-là. Donc, oui, mes clients, que ça fait longtemps qu'ils sont avec moi, je vais toujours prioriser de travailler avec eux. Je pense qu'à un moment donné aussi, nos ADN se sont mélangés quelque part dans le processus c'est ça, entrepreneuriat chimique de tout ça. Là, on est one in the same au sens où comme si ça fait 3 ans que je fais tes photos, ben tout ton feed Instagram, c'est mon style. Fait que ça peut pas être 2000 personnes qui font qui reprennent le brand. Mais dans cet enjeu-là, je reste toujours mindful justement de mes plus vieux clients qui m'ont fait confiance tôt puis qui m'ont suivi au travers des changements de tarifs, qui m'ont suivi au travers des changements de structure. Ces clients-là, je les remercie en me rendant disponible pour eux. Chose que, mettons, des nouveaux clients, ben OK, on commence sur un nouveau pied. Peut-être que on peut vous faire bénéficier de quelque chose de différent parce que maintenant, c'est pas juste moi. Il y a justement 60 fournisseurs. Moi, je suis pas pilote de drone dans la vie, mais j'en connais des gens qui sont vraiment bons avec des drones. Si tu veux travailler avec un bon pilote de drone, j'en connais un, va m'occuper de toute la gestion pour toi, puis tu vas pas sentir la différence dans l'expérience client. Ça, c'est le fun. Je pense que ça a de la valeur sur le marché. Fait que c'est aussi une chose que j'aime offrir. That's it.
J'aimerais que tu me parles un petit peu plus évidemment, tu fais de la photographie. Est-ce que tu dabbles un petit peu dans tout ce qui est la nouveauté, au niveau du short form video content, fait que un peu ce qu'on fait aussi en studio, là, c'est une forme de ça. Pour ta stratégie à toi personnelle, pour tes clients peut-être qui t'approchent, qui demandent peut-être un petit peu plus ça que de la photographie. Fait que parle-moi un petit peu de ta préférence vis-à-vis de ces deux services-là. J'ai réalisé relativement tôt dans ma carrière que j'étais pas si bon que ça en vidéo. OK. Mais non, mais t'es très honnête et authentique, là. C'est le fun, t'es humble en fait. C'est cool. Écoute, je pense que c'est juste vrai. Je pense qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués en vidéo. Puis il y a quelque chose que moi je trouve qui relève un peu de la magie quand je vois certains vidéastes travailler. Là, je ne comprends pas comment tu travailles avec ces outils-là aussi bien. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à le faire. Quand je fais de la photo, pour moi, il y a une image dans ma tête, je suis capable de la voir. Et quand j'arrive en studio, je sais où je place ma lumière, où je place mon sujet, comment je le guide. Puis, comme par magie, l'image que j'avais dans ma tête maintenant est sur mon écran. On vient de la faire. Puis c'est parfait. Le short form, c'est quelque chose que moi, j'ai rajouté dans mon offre de service, puis j'ai rajouté dans mon marketing à peu près en même temps. Ouais, exact. Encore une fois, c'est une combinaison de skills qui venaient de mon réseau de collaborateurs et du mien. Une chose qui est revenue beaucoup de mes clients, c'est que je guide bien au travers d'une séance de photo. Quand il y a beaucoup d'équipements autour du client, c'est normal que le stress monte. Donc, de bien les guider au travers de ça, de raisonner avec eux, qu'est-ce qui les stresse, puis réussir à les rassurer là-dedans. Donc ça, c'est devenu un peu mon approche. Je suis devenu un peu, dans le fond, je sais pas, coach. Un guide, dans le fond, un coach, un accompagnateur. C'est pas moi qui va opérer la caméra, c'est peut-être moi qui va faire le setup de lumière. Parce que nice. Superviseur, en fond, un peu. Un peu. Parce que c'est ma relation client, c'est mon client. Il m'a demandé, par exemple, c'est ça la valeur. De la création de capsules. Bon, moi, je ne suis pas vidéaste, mais je sais comment setup un studio. 100%. Je peux setup les lumières, je peux coacher le client, je peux participer à la rédaction des questions, à la rédaction des scripts. Tu as des choses qui sont adjacentes à la vidéo. Donc, finalement, on a quand même une offre qui est hybride, en fait. Je reste quand même très hands-on. Ça, c'est cool. Puis, c'est un peu... Ton rôle évolue comme un directeur artistique aussi. À peu près. Puis, c'est vrai parce que, si on prend l'exemple concret de faire du short form, il y a beaucoup d'agences, puis je trouve ça malheureux parce que, mettons, c'est t'approches, un courtier immobilier t'approche, par exemple, pour faire des capsules, ça prend une fois, c'est sa première expérience, il n'est pas à l'aise devant une caméra. Et il y a certaines personnes qui vont, parfait, on va venir filmer. Tu as un vidéaste qui met le trépied de la caméra, puis il dit, OK, commence à parler. Comment j'amène ma question. C'est très, très, très intimidant de parler directement à la caméra si ça fait pas plusieurs années que tu te pratiques et que tu fais ça quasiment on the daily. Là. Fait que je trouve que, parenthèse à ça, le format podcast est beaucoup plus naturel pour les gens qui dabblent un petit peu, qui veulent développer leur stratégie de vidéo. Mais oui, c'est de faire des vidéos un petit peu plus scriptées, ça a ses avantages, mais ça prend beaucoup plus de préparation, beaucoup plus d'aisance. Fait que d'avoir quelqu'un justement qui dit, OK, ce que tu as dit comme première texte, c'est bon, mais je changerais un petit peu ton hook. Peut-être change les mots, on va peut-être modifier un peu le script, etc. Peut-être place-toi différemment. As-tu besoin d'un verre d'eau? Il y a différentes manières, mais ça rend à l'aise la personne, en confiance. Vraiment. Parce que, moi, beaucoup de mon offre, à la fois en photo puis justement pour le tournage de capsules, on va se déplacer. Oui, j'ai ce que j'appelle le kit de studio mobile. OK, nice. Mais c'est un ensemble de backdrop, de trépied puis de lumière qu'on peut amener pas mal n'importe où. Puis on va être capable d'offrir quelque chose de très professionnel dans à peu près n'importe quel contexte. On a tourné dans des usines, comme on a tourné dans des bureaux, comme on a tourné en extérieur. Nice. On l'a fait dans toutes sortes de contextes. Ça a bien fonctionné. Puis justement, parce que ce kit-là nous donne énormément de versatilité, on s'en va n'importe où, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On coach. Sure. Moi, une des choses que j'adore faire, c'est que je vais me mettre devant la caméra, puis je vais mettre le client derrière, inverser un peu nos positions, le temps du coaching. Ça marche à la fois pour le portrait, et à la fois pour la vidéo. Ouais. C'est que, ceci n'est pas une position vulnérable. Être devant la caméra, c'est pas un endroit dangereux. C'est, en fait, quelque chose qui va nous mettre en valeur. Sure. Exact. Au même titre que n'importe qui. Donc, je me place là où le client va se placer. Il peut voir le moniteur, il peut voir, OK, ça va avoir l'air de quoi. Il peut regarder avec le vidéaste, OK, l'image va rendre comment. Moi, je parle beaucoup avec mes mains. J'imagine qu'on l'a vu au podcast. Je suis tout le temps en train de bouger mes mains. Parfait, moi, j'encourage beaucoup les gens qui sont comme ça à le tester.
bouge tes mains, puis regarde à quel point tu as de l'espace. On va les voir, tes mains, puis ton non-verbal, il va passer naturellement. C'est vrai. Donc, je pense que, comme tu as dit, c'est super important d'accueillir les gens dans l'espace, puis de jouer un peu à l'autre, même si des fois, ils sont chez eux. C'est vrai. Puis juste en faisant ça, la différence, la vitesse d'exécution change du tout, mais la qualité du produit aussi. C'est sûr, parce que le client est beaucoup plus satisfait. Puis ce que j'ai remarqué aussi dans ces shootings-là, au tout début, des fois, ça peut arriver. Fait que le client qui se reprend à plusieurs reprises pour sa phrase, puis là, il commence à se tomber de lui-même, ses nerfs, beaucoup moins motivé, beaucoup moins d'énergie dans ses vidéos, puis ça transparaît. Fait que dès le début, casse ça, puis mets cette personne-là à l'aise. Stresse-toi pas, on est là pour prendre, on n'est pas time sensitive, on est là pour créer ton contenu. Puis la caméra, c'est pas un fusil, là, voilà comme un ami qui est là pour te mettre en valeur, comme tu l'as dit. On arrive déjà à la fin de l'entrevue, Vince. Écoute, ça passe vite quand on a du fun, hein? Quand on a du fun. C'est insane. De toute façon, ça, c'est l'entrevue test. On va pouvoir faire le prochain 1 heure ensemble. C'est ça. Tout ça n'était qu'un réchauffement. Hey! Non, pour vrai, 2 dernières questions pour toi que je t'avais déjà posées pendant l'entrevue. Ta vision du succès, ça ressemblerait à quoi? Pour moi, le mot-clé, mettons, c'est balance. Là, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec le fait de déléguer. J'ai une adjointe, j'ai un super bon cabinet comptable avec qui je travaille, j'ai des collaborateurs en qui j'ai pleinement confiance. Ce qui fait que je délègue beaucoup des choses dans lesquelles je suis pas le meilleur. Et ça me redonne beaucoup de temps, chose qui me permet de prendre des vacances, d'être présent à la maison, d'être présent pour mes amis aussi. Et ça, mettons, je pense que c'est ce que j'établirais comme un bon niveau de succès, c'est d'être capable de se racheter du temps, même si on a une business. J'aime ça. C'est parce que la vie, c'est notre plus grande valeur en vieillissant. Tu réalises que c'est ton temps puis ce qui te reste dans tes journées. On est tellement des time consumers comme évidemment nos ordinateurs, notre cellulaire. C'est incroyable comment ça peut passer des heures de fou inutiles à scroller. Fait que comment débarquer là de ça puis maximiser ton temps aussi. Puis du temps en famille ou avec des amis peut être autant et évidemment beaucoup plus valuable que, je sais pas, travailler sur ta business des fois. Il faut que tu évalues un peu ce que tu valorises puis ce qui est important pour toi. Vraiment. Puis moi, ça a été beaucoup un certain laisser-aller. C'est-à-dire, bon, quelqu'un qui le fait pour moi, ça va être au moins bon. Ça va peut-être même être aussi bon que si je l'avais fait moi-même. Puis très souvent, c'est vraiment meilleur. C'est meilleur. Hein? On dirait qu'on a l'ego de dire, moi, je suis le meilleur prestataire de service. Je suis le meilleur photographe, les meilleures photos. Tu peux découvrir quelqu'un qui a un processus beaucoup plus efficace que toi. Hein? Oh shit, ok, ouais, attends. Je vais apprendre de lui, actually. Ça aide beaucoup avec l'humilité de déléguer. À la fois dans le processus qui nous amène à conclure qu'il faut déléguer. Et aussi le fait de déléguer, parce qu'au final, les gens vont te proposer des idées que tu n'aurais jamais pensé. Les gens vont prendre l'initiative, tu n'aurais jamais pensé à faire ça. Fait que moi, je suis bien entouré. Je délègue à des personnes en qui j'ai pleinement confiance. Puis ça fait que je me sens très successful dans comment j'opère mon modèle. Make sense, man. Dernière question, un petit peu lien aussi un peu à ça. Si tu avais l'opportunité de parler à une version de toi-même de 18 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites qui m'ont permis de performer plus tard. Donc, j'ai pas énormément de regrets. Ce que je dirais, c'est peut-être plus de double down sur certaines choses. Je pense que j'avais déjà le réflexe, mettons, de connecter avec les gens, de me mettre dans des situations qui étaient en dehors de ma zone de confort. Je pense que je dirais, vas-y encore plus. Fonce encore plus, va rencontrer plus de gens. Je pense que j'ai quitté Gatineau avec beaucoup moins de connexions que ce que j'aurais dû. Parce que j'ai peut-être pas profité des belles opportunités de connexion que j'avais. J'espère quand tu étais à Gatineau. Quand j'étais à Gatineau. À Montréal, j'ai peut-être un peu plus pris les devants. Mais je pense que encore là, j'aurais pu... T'aurais pu te démarquer là-bas aussi. J'aurais pu. Puis j'aurais pu pousser encore plus. Je pense que comme mes premières années universitaires, je connectais beaucoup avec les gens qui étaient proches de moi, c'est-à-dire qui étaient en proximité que des amis d'amis. Je pense que j'aurais pu aller... carrément dans des groupes d'inconnus puis profiter de ces moments-là d'effervescence sociale qui viennent avec le début de l'université
pour rencontrer encore plus de gens, je pense que j'aurais pu encore aller plus fort. Tu sais. Puis, tu sais, dans notre passé de printing, puis de dépression d'articles promotionnels, puis marque de développement, etc., j'ai une des manières, justement, puis toi aussi, tu as passé par là, mais les assos étudiantes, c'est incroyable. Tu sais, justement, de t'impliquer, puis de parler. C'est une forme de réseautage aussi, de connexion. C'est quand même une scène. Au cégep, je veux dire, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités d'affaires au cégep qu'à l'université. Les profs veulent t'aider, surtout en gestion de commerce. En ce cas, j'ai eu l'impression, j'ai eu ma prof de comptabilité qui m'avait fait un premier template, justement, de fichier comptable. Ma prof de vente, prof de marketing qui m'avait aidé justement à dire, ben écoute, tu devrais faire telle chose, va parler à telle personne, elle va pouvoir te plugger, il y a des programmes d'aide, pose des questions. Ah ouais, Va chercher de l'aide. C'est la pire erreur qu'on pense qu'on doit faire, c'est que personne ne comprend notre réalité. On travaille dans notre bar, dans notre bulle. Puis c'est le chemin à prendre, un peu le lone wolf, là, qui est marketing de même, mais c'est la pire manière, selon moi, pour se développer en tant qu'entrepreneur. Ah, vraiment. Puis je veux dire, moi, j'ai eu l'expérience de travailler en équipe. Puis ça m'a fait peur, à quelque part, de ne pas avoir le contrôle. Puis là, maintenant, je refais la paix avec ça, puis je ressens la différence, puis d'avoir le réflexe de demander de l'aide, de prendre les opportunités, 100%. comme, mettons, aller sur un podcast alors que j'avais jamais fait ça, de sortir de sa zone de confort, puis de dire oui plus souvent à des opportunités, ça fait vraiment une différence. De réaliser que finalement, 100%. on n'est pas obligé de le faire tout seul. Non, 100%. 100%. Puis tu sais, dire oui à des... Puis c'est sûr que tu sais, il y a tout le temps des questions rationnelles du genre... je vais vous donner un exemple concret. On était supposé partir à Winnipeg au mois de septembre pour faire des épisodes de podcast. J'ai dû annuler le plan pour le déplacer dans 2 ans parce que, honnêtement, c'était pas rentable. Puis pas parce que ça ne me tentait pas, mais tu sais, on avait booké quelques entrevues. Le timelapse était trop court. J'étais allé au mois de mai. Là, on repartait au mois de septembre. Il n'y avait pas assez de temps pour préparer le studio en conséquence. Fait que j'ai comme... Écoute, j'ai contacté ces personnes, j'ai dit ça va être à refaire plus tard. Mais en ce moment, c'est pas viable. Puis c'est d'être honnête à certaines personnes, par certains projets, de dire je peux pas tout faire. Là. Ah oui. On a une vision des fois internationale, puis de build ça, mais c'est comme, tu sais, vas-y pas à pas. Tu vas t'y rendre, mais t'es pas obligé de faire ça demain matin. Fait que c'est d'être honnête avec ça. Puis, mais oui, en règle générale, quand tu dis oui à la majeure partie des opportunités ou des gens qui t'approchent, ça a tendance à toujours bien fonctionner. Prendre un risque quelconque, que ça soit financier, on dirait que ça te revient, la vie te redonne par rapport à cet investissement-là. Parce que, fait que je trouve ça curieux un peu quand tu te bâtis en entrepreneuriat parce que tu es dans l'inconnu pur. Ouais. Tu es tout le temps dans l'inconnu des hauts. Il n'y a pas toujours un référent. Tu peux pas te dire... C'est ça, il n'y a pas de base. Tu peux pas te dire, je vais avoir mon chèque de paye justement en 2 semaines. Là, dans le sens, c'est toi, il faut qu'il fasse ton propre chèque de paye. Fait que c'est un peu la différence entre être salarié puis freelancer ou entrepreneur. Fait que, mais je ferais pas autre chose. Dans le sens, l'incertitude, on baigne là-dedans, puis je pense qu'on aime ça, on est un petit peu failé, mais c'est le fun. T'sais. Oui, puis mais je veux dire, moi, comme je disais, la panique m'habite constamment. J'ai la main sur le bouton rouge à toutes les 2 semaines. Puis ça veut pas dire que je fais pas confiance à mon service, c'est que concrètement, à chaque fois que j'ai une opportunité qui m'arrive, je peux pas croire que ça m'arrive. Je suis tout le temps comme... Oui, qu'est-ce qui va... Ouais. Puis là, c'est comme... Non, je devrais dire oui. Je pense qu'il faudrait que je dise oui. Puis là, c'est comme, au lieu d'annuler ça, ben on y va à fond la caisse. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis c'est ça le luxe aussi d'être entrepreneur. C'est que ces décisions-là, c'est toi qui les prends. Tu as plein contrôle de ce niveau de risque-là. Puis de ton développement. Fait que, comme tu as dit, toi, tu as décidé de ne pas aller à Winnipeg parce que tu savais que bon, que ça venait compromettre ta balance ou que ça pouvait même être dangereux parce que des fois, tu prends un risque, c'est pas rentable, c'est un risque financier qui est quand même trop grand. Mais tu as quand même fait le processus, tu as quand même réussi à bien gérer la situation, ce qui fait que comme tu n'as pas perdu vraiment l'opportunité, elle va probablement se représenter. 100%. Et quand ça va être le bon contexte, tu vas pouvoir y aller à 200%. Puis... Mais des fois, c'est une question de timing, comme je disais, surtout pour ce projet-là précisément. Puis on avait bien, comment je pourrais dire, la structure, elle devenait quand même à 100% claire. On avait le studio, on avait les entrevues, puis tout ça, mais il y avait un aspect logistique que j'avais pas pris en compte. Le but étant d'y aller en véhicule. Fait que c'est 26 heures de char, 3 nuits. Fait que là, c'est 1 000 d'essence aller-retour total, 1 000 $. Plus tes 3 nuits, je sais pas, 100, 150 $ la nuit. Tes repas pour y aller, puis le retour aussi, dans le sens, faire le voyage tout seul, c'est puis quand en même avion, intense. ça ressemble. Tu gagnes plus de temps en avion, mais ça ressemble en termes de coût, puis t'as pas de véhicule en là-bas. avion, c'était quand même moins cher, mais dans le sens, là-bas, il aurait fallu que je réserve un véhicule pour me promener.
dans l'optique, on va finir là-dessus, mais dans l'optique de le faire ce projet-là dans 2 ans, ça va être d'acheter l'équipement. Là-bas, le setup de studio va déjà être implanté. Plutôt que d'amener mon équipement, fait que je vais prendre l'avion, puis ça va être seté, right? Fait que c'est un beau marché, mais je veux dire, là, c'est comme... Attends, là, il y a d'autres projets beaucoup plus prioritaires en ce moment à Montréal. On va aller à Québec, justement, pour faire une mini-série qui est beaucoup plus le fun. Puis je vais mixer ça avec ma blonde, puis visiter certains endroits dans le Vieux-Québec. Ben oui. Mais oui, fait que des fois, il faut juste être... Attends, calcule tes trucs. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est logique? Est-ce que tu t'endettes plus en faisant ça? Il y a une question de réalité là-dedans. Fait que bref. Mais oui. Fait que, mais de faire ce processus-là, c'est pas une déception. Je trouve ça comme plaisant. Je sais pas, c'est différent comme vibe. C'est toi qui avais les mains sur le volant quand tu as pris cette décision-là. Ah, 100%. Que tu l'apprennes ou pas, au final, tu sais pourquoi tu as pris la décision, puis c'est toi qui as eu le contrôle là-dessus. Puis je pense que ça, il y a quelque chose que ça aide dans le sens de prendre l'opportunité ou de ne pas la prendre. Exact. Il y a quand même quelque chose qui te revient là-dedans, puis ce feeling-là, je pense que c'est ce qu'on cherche au final quand on est entrepreneur. Nice. Perfect. Vince, ça a été plus qu'un plaisir. Ouais, comme première expérience de podcast, comment tu feel à travers l'épisode? Ouais, on se voit la semaine prochaine. Oui, part 2, justement, je propose à chaque semaine. C'est ça. Mais je fais toujours, évidemment, un part 2 pour mes invités à chaque 6 mois. Donc, dans Next 6 mois, pour justement les nouveautés, What's New, What's Next. De mi-année, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. C'est vrai. Fait que là, ça nous amènerait, je pense, quasiment au mois de janvier. Fait que début d'année, un peu tes objectifs, tes ambitions et tout ça. Fait que je te recontacte par 2026, grosse année. Insane. Ouais, super. Ça peut changer. Pour vrai, merci beaucoup, Anto. C'est vraiment super. Merci beaucoup pour ton temps. Puis, dernière question. Où est-ce qu'on peut te contacter, justement, pour tes services? Où est-ce qu'on peut prendre contact? Sur mon site web, vincenoel.ca, sur mon Instagram, vous pouvez m'envoyer un DM ou sinon, vous pouvez juste envoyer un courriel à info@vincenoel.ca. Dans tous les cas, il va y avoir quelqu'un pour vous répondre sur ces 3 canaux-là, ces 3 canaux-là. Puis ça va nous faire grand plaisir de travailler avec vous autres. Excellent. Merci encore. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.